L'Alaska, un paradis pour les ours. On y rencontre les plus grands des ours bruns. Des colosses qui peuvent atteindre 2,80 mètres. Ils trouvent ici leur principale source de nourriture. Les saumons. La saison de la pêche n'est pas toujours des plus paisibles. L'été, des millions de saumons reviennent frayer sur le lieu de leur naissance. Un somptueux festin pour les ours. Mais dans ces immensités sauvages, la concurrence est rude. Et le puissant carnivore doit rester sur ses gardes. Le sud-ouest de l'Alaska abrite de vastes régions préservées. Le parc d'État Wood-Tikchik, avec ses migrations de saumons records, le parc national de Katmai, véritable paradis des grizzlies, et l'île Kodiak, patrie des plus grands ours bruns du monde. Les ours Kodiak sont de vrais géants. Les mâles peuvent peser plus de 700 kilos. Il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, la montée des eaux a séparé l'archipel Kodiak du continent nord-américain. Ces grands mammifères ont évolué différemment de la sous-espèce continentale d'ours brun, le grizzly. La migration des saumons commence début juillet. Les poissons reviennent du Pacifique Nord pour frayer dans les cours d'eau et les lacs qui les ont vus naître. Pour les ours, c'est la période la plus importante de l'année. Ils doivent accumuler des réserves de graisse pour l'hiver, avec plus ou moins d'habileté. Cette femelle a 2 petits âgés de 2 ans. La petite famille inspecte les cours d'eau en quête de saumon. Avec leur fourrure claire, les jeunes ressembleraient presque à des ours blancs. Ils ne savent pas encore chasser tout seuls et ne quittent pas leur mère d'une semelle. Ils ont encore beaucoup à apprendre pour survivre dans cet environnement sauvage. En Alaska, il ne faut pas avoir peur de se mouiller pour se nourrir. La mère ours a repéré un banc de saumon. Ces petits, encore un peu pâteaux, tentent de l'imiter. La leçon du jour, l'adulte mange toujours en premier. Tout grand chasseur a connu de modestes débuts. Quand on manque d'adresse, il faut savoir saisir les occasions qui se présentent. Un mâle fait son apparition sur la rive. La femelle l'observe attentivement, prête à protéger ses petits. Il arrive que des mâles tuent des oursons pour s'accoupler avec leur mère. Mais ce grand gaillard a surtout faim. Son objectif, ce sont les saumons. Beaucoup de bruit pour rien. Son tapage n'a fait que déranger une famille de harlebièvres.
La technique du mâle, tout en puissance, finit par payer. La mère ours reste en alerte. Un autre ours, plus jeune, vient d'arriver sur les lieux. Il paraît affamé. Très vite, il se mesure au premier mâle. L'enjeu est d'établir une hiérarchie. Ce genre de conflit ne dure pas longtemps et dégénère rarement. L'ours inférieur accepte simplement sa défaite. La mère quitte les abords du fleuve. Rester à proximité des deux ours serait trop risqué. Les femelles sont souvent contraintes de s'éloigner des bons coins de pêche pour protéger leurs petits. Une autre mère arrive près d'un autre cours d'eau avec sa progéniture de 5 mois. L'un des petits est blessé à la patte droite. Une situation qui le rend très vulnérable dans cet environnement impitoyable. La femelle cherche un bon endroit pour attraper les saumons. À chaque fois qu'elle s'éloigne, elle met le petit ours blessé en danger. C'est une proie facile pour des mâles agressifs ou des loups. On reconnaît facilement les oursons à la bande de fourrure claire qu'ils ont autour du cou. Un juvénile arrive à son tour. Il reste prudent devant la mère. Mais sa présence est une menace pour l'ourson blessé. Les petits rejoignent leur mère sans tarder. Le jeune ours surveille les environs. Les petits cherchent le contact physique de leur mère, mais qu'ont-ils à craindre? La femelle veut en avoir le cœur net. L'intrus ne représente aucun danger. Manifestement, il a compris qu'il ne fallait pas s'approcher. Les jeunes mâles manquent souvent d'expérience. Ils ne savent pas encore évaluer les risques encourus et peuvent s'engager dans des conflits dangereux. Il bat en retraite. Il n'est pas encore de taille à se frotter à une mère et ses petits. Le parc de Wood-Tikchik, à 400 km à l'ouest, est une vaste zone préservée d'environ 6500 km². Des millions de saumons rouges passent de la mer de Bering dans la baie de Bristol et de là remontent les cours d'eau, loin dans l'intérieur des terres. Depuis 2014, les effectifs de saumons rouges qui reviennent dans ces cours d'eau ne cessent d'augmenter. Dans l'océan, ils sont bleu argenté. Ils prennent cette couleur rouge en passant de la mer à l'eau douce des rivières. Un changement qui favoriserait l'absorption d'oxygène et la recherche de partenaires.
Les scientifiques de l'Université de Washington à Seattle étudient la région du lac Nerka depuis 1946. Daniel Schindler est professeur en sciences de l'eau et de la pêche. Depuis plus d'un quart de siècle, il vient ici chaque été avec son équipe pour observer les colonies de saumon et leur écosystème. L'une de leurs missions est de compter les saumons. Cette étude permet d'évaluer les populations de saumons migrateurs et reproducteurs et de fixer des quotas pour l'industrie de la pêche. Cette année, dans la baie de Bristol, on devrait atteindre les 80 millions de saumons adultes de retour dans les cours d'eau. Une grande partie sera capturée par les pêcheries, mais on va battre de 10 millions le chiffre de l'an dernier, qui était déjà un record. Le phénomène reste un peu mystérieux. On ne sait pas exactement pourquoi il y a autant de poissons cette année. Mais ce phénomène est certainement lié au réchauffement de la mer de Bering au cours de la dernière décennie. Les vagues de chaleur successives ont fait monter la température de la mer. Et pour des raisons qui restent à définir, les smolts de la baie de Bristol, c'est-à-dire les juvéniles qui gagnent l'océan, ont bien survécu au cours des 5 dernières années. Dans le sud de l'Alaska, en revanche, le long des côtes canadiennes et des États américains de Washington et de l'Oregon, c'est l'inverse. Le nombre de saumons est en net déclin depuis 2010. On ne sait pas pourquoi les populations du golfe du Sud souffrent davantage que celles de la baie de Bristol. Je pense que c'est aussi lié au réchauffement de l'océan, parce que là-bas, la température de base est plus haute que dans le golfe d'Alaska. Et dans ce cas-là, 2 degrés de plus, ça fait une grosse différence. On arrive à des températures difficilement supportables pour les saumons rouges. En revanche, si la mer de Bering se réchauffe de 2 degrés, ça ne crée pas de stress chez les saumons, parce que la température de départ est plus basse. En fait, ça pourrait même favoriser leur survie. Au cours de l'été, les femelles pondent jusqu'à 2000 œufs. Pour les protéger des prédateurs, elles les déposent à une trentaine de centimètres de profondeur dans les graviers. Leur devoir accompli, les parents saumons meurent. Les alevins vont ensuite éclore au cours de l'hiver et rester dans les graviers jusqu'au printemps, le temps de s'imprégner de l'odeur de l'eau, des plantes et des pierres de leur lieu de naissance. Au bout d'1 ou 2 ans, les jeunes poissons quitteront l'eau douce pour rejoindre l'océan. 2 ou 3 ans plus tard, devenus adultes à leur tour, ils entameront la longue migration de retour vers leur frayère d'origine. Ce sens de l'orientation quasi infaillible demeure en partie un mystère. Mais il est établi que l'olfaction joue un rôle majeur dans la capacité des saumons à identifier leur lieu de naissance. En revenant dans l'eau douce, ils terminent un cycle de vie entre rivière et océan. Sur les rives du lac Nerka, les ours profitent de cette manne exceptionnelle. Le parc national de Katmai se trouve à plus de 200 km plus à l'est. Il est réputé pour ses volcans et sa grande population de grizzlies. On en dénombre environ 2200 dans cette zone protégée. À marée basse, les ours attendent sur le rivage. En montant,
la mer va apporter des flots de saumon qui seront faciles à capturer dans ces eaux peu profondes. Cette mer a beaucoup de bouches à nourrir. Les ours sont nombreux dans le secteur. Une situation qui crée des tensions et peut engendrer des conflits. Le grizzly à la fourrure plus foncée accepte la défaite. Tout en pêchant, la mère ours ne quitte pas ses petits des yeux. Il manque encore d'expérience. Les mères doivent tout à la fois guetter les poissons et veiller sur leurs petits. Elles les élèvent seules. C'est une lourde responsabilité. Les femelles protègent et défendent vaillamment leur progéniture et leur territoire. Souvent avec succès. La région côtière du parc national de Katmai est une terre prodigue, ce qui la rend aussi très dangereuse pour les mères et leurs petits. Elle reste souvent à l'écart des sites les plus recherchés. Une prudence qui ne facilite pas la quête de nourriture, car elles doivent s'aventurer dans des endroits inconnus. Et il arrive que les coins tranquilles soient déjà occupés. Heureusement, ces rencontres sont souvent pacifiques. La famille ours fait la sieste.
Ces 3 oursons ont le même âge, entre 5 et 6 mois. Mais l'un d'eux est bien plus petit que les autres. C'est peut-être le signe d'une maladie. Les plus faibles sont des proies faciles pour les grands mâles ou pour d'autres prédateurs. À première vue, pourtant, il a l'air en bonne santé. Et il suit bien la famille, même s'il est souvent un peu à la traîne. Ce soir-là, le petit ours apparaît tout seul sur le rivage. Il appelle sa mère. Manifestement, il s'est perdu. Livré à lui-même, ses chances de survie sont faibles. Le lendemain matin, sa mère le cherche partout. Les 2 autres petits font de même, en vain. Peut-être l'ourson a-t-il été tué par un loup ou emporté par la rivière. Retour sur l'archipel Kodiak. Voici la mère de l'ourson blessé à la patte. Manifestement, le petit est guéri. Ils sont en quête de nourriture. La mère se poste dans le cours d'eau pour guetter les saumons. Pendant ce temps, les jeunes partent à l'aventure. Les mères et leurs petits ne sont pas les seuls à se déplacer constamment. Certains mâles le font aussi pour trouver les meilleurs secteurs de pêche. Selon les scientifiques, cette faculté d'adaptation permet à certains ours d'allonger la période de pêche au saumon, qui peut alors passer de 30 à 130 jours. La mère et ses 2 petits à la fourrure claire explorent le cours d'eau. Certains ours savent d'instinct où la chasse sera bonne. Ils ne changent de rivière que 2 ou 3 fois au cours de la saison. Ce cours d'eau est riche en saumon. Cette fois, les petits ont droit à leur part du butin. Mais l'ourson qui avait été puni par sa mère paraît hésiter. Et pour l'instant, il est bredouille. La famille a fait bonne pêche. Un grand ours mâle au museau balafré émerge de la végétation.
La plaie est encore vive et remonte sans doute à quelques heures. Le mâle a dû prendre part à une bagarre. Il a faim et c'est un chasseur expérimenté. Un jeune pigargue à tête blanche l'observe. Peut-être aura-t-il une petite part de sa future pêche. Des goélands se jettent les premiers sur les restes. Si les jeunes pigargues à tête blanche se disputent le poisson, l'affaire n'intéresse guère l'adulte. Des rivaux sont partout à l'affût. Mais dans ce cours d'eau de l'île Kodiak, les saumons sont si nombreux qu'il y a bien assez de nourriture pour tout le monde. À 400 km de là, sur les rives du lac Nerka, les scientifiques étudient l'impact sur l'écosystème de saisons estivales toujours plus chaudes et parfois bien plus arrosées. Pour quelles raisons les saumons sont-ils particulièrement abondants dans certains cours d'eau? Avec le changement climatique, il y a moins de neige en hiver. Et au printemps, le manteau blanc fond toujours plus tôt. Résultat, les fleuves et les rivières reçoivent moins d'eau de fonte. Or, c'est un facteur crucial pour refroidir les cours d'eau tout au long de l'été. Et les saumons ne fraient que si la température de l'eau se situe entre 4 et 10 degrés. Les lacs du parc Wood-Tikchik sont également un site de nidification important pour les sterns arctiques. Ce sont les championnes du monde des oiseaux migrateurs. Elles parcourent environ 30 000 km par an et jusqu'à 96 000 pour certaines. Ici, elles se nourrissent de jeunes saumons, les smolts, qui passent leur première année dans le lac avant de rejoindre la mer. Fin juillet, les dernières sternes entament leur long voyage vers l'Antarctique, où elles passeront l'hiver. Comment l'écosystème réagira-t-il au changement climatique dans les décennies à venir? La température de l'eau conditionne tous les processus biologiques à l'œuvre dans les cours d'eau, y compris la vitesse de développement des embryons de saumon. Dès que les femelles ont déposé leurs œufs dans les graviers et qu'ils sont fécondés, les embryons commencent à se développer jusqu'à devenir de jeunes saumons. Quand la température de l'eau est basse, les poissons adultes fraient plus tôt au cours de l'été, parce que les embryons mettent plus de temps à se développer. Les scientifiques ont créé un laboratoire naturel dans ce ruisseau. La grille laisse passer à peine quelques saumons qui seront numérotés. L'expérience vise à déterminer le nombre de poissons qui fraient dans le cours d'eau. Ces ruisseaux peu profonds sont des sources de nourriture facilement accessibles pour les ours. Le réchauffement de l'eau pourrait aussi bouleverser l'alimentation des plantigrades. En plein été, on a parfois de belles journées ensoleillées comme aujourd'hui.
Et la température de l'eau peut monter sensiblement, au point de causer des maladies qui vont affaiblir, voire tuer les saumons adultes avant qu'ils ne fraient. On s'aperçoit que dans les cours d'eau peu profonds, quand l'eau est trop chaude, les saumons remettent le frai à plus tard dans la saison. Ils attendent que la vague de chaleur soit passée. Quelques degrés de plus ou de moins, et c'est toute la période de frai qui est modifiée. Certains ours peuvent donc attraper leur premier saumon dès le début du mois de juillet. D'autres comptent sur les saumons qui viennent dans les eaux plus chaudes à la fin de l'été. Ils ont ainsi assez de nourriture jusqu'à l'automne. Daniel Schindler attrape des saumons rouges dans le ruisseau clôturé pour les marquer. En temps normal, seuls 10% des poissons qui se reproduisent ici ont une progéniture importante. 449. Depth 122. Le but de l'expérience est de savoir si la concurrence pour les frayères joue sur la production d'œufs. Cette information pourrait avoir une incidence sur l'industrie de la pêche. Car si le taux de reproduction diminue du fait de la forte concurrence pour les bonnes frayères, le quota des pêcheries ne devra pas augmenter, malgré l'augmentation du nombre de saumons dans les rivières. Okay. La plupart des saumons fraient dans les lacs profonds et les grands fleuves. Ce sont des zones bien moins faciles d'accès pour les ours. Un ours de 4 ans chasse au bord du lac Nerka. Il manque encore d'expérience. Il aura peut-être plus de chance ailleurs. Le jeune pigargue à tête blanche flaire une proie facile. Seuls 20% des saumons fréquentent les petits ruisseaux, où les ours peuvent les attraper facilement. Ce jour-là, Daniel Schindler dénombre 6400 saumons sur 1 kilomètre. Il estime que 60 000 saumons vont passer par ici au cours de la saison. Ce saumon a été saisi par sa bosse dorsale. C'est une attaque typique des ours. En général, ils mangent le cerveau et le sommet du crâne. Ça s'explique sans doute par le fait que le cerveau est constitué de tissus très gras, très riches. Dans certains ruisseaux, on constate que la moitié des mâles ont été tués par des ours. Et à chaque fois, les ours ont mangé le cerveau et laissé tout le reste. Ce comportement montre qu'ils ont le luxe de choisir les meilleurs morceaux. Ces dernières années, l'île Kodiak a connu des étés toujours plus chauds et plus arrosés. Le climat change
et avec lui, les conditions de vie des ours. La mère ours et ses petits cherchent un nouveau site de ravitaillement. Une tâche difficile et risquée, car la concurrence est partout. Un grand mâle leur barre la route. Il faut protéger les petits. Alors la mère passe à l'attaque. Les oursons ont observé avec attention la confrontation. Le retour de leur mère les apaise. Ils s'offrent une petite récréation avant de repartir en chasse. Ce poisson est trop lourd pour de petites mâchoires. Heureusement, car il n'est pas de première fraîcheur. Les petits sont très occupés à jouer. Mais des ours approchent du cours d'eau. Ils ont l'air de se connaître. Ils sont sans doute frères et sœurs, car malgré leurs 5 ans, ils jouent ensemble comme des oursons, comme avant. Le comportement des juvéniles est souvent imprévisible. La mère ours est sur ses gardes, car ils s'approchent. Mais pour les petits, le danger est écarté.
Dans le parc national de Katmai, la famille ours cherche toujours le troisième petit. Des loups sont à l'affût sur une colline toute proche. Seul, l'ourson n'a guère de chance de survivre. Mais la famille ne renonce pas à le trouver. Le lendemain matin, dans les parages, une mère ours au poil clair joue tendrement avec ses petits. Ce lien affectif leur procure la sécurité dont ils ont besoin pour bien grandir. Chez les ours, le mâle disparaît peu après l'accouplement pour retourner à son existence solitaire. Pendant 3 ans, la mère enseigne à ses petits toutes les compétences nécessaires pour se débrouiller par eux-mêmes. Y compris comment attraper les saumons. Les petits vont se poster à l'affût. La mère a la primeur du repas. Puis c'est leur tour. Les grizzlies ont des techniques de chasse très variées. Elles diffèrent en fonction du terrain, de leur degré d'expérience et de la concurrence. Ce grand mâle emploie la méthode bulldozer. Il pousse l'eau devant lui pour acculer les poissons. La technique de la tour de contrôle est un peu plus méthodique. L'ours guette les saumons au-dessus de l'eau, dressé de toute sa hauteur, et fonce dès qu'un poisson passe à sa portée. Troisième technique, l'effet de surprise. Elle est particulièrement efficace dans l'eau peu profonde. La mère au poil clair enseigne à ses petits une variante mêlant la technique du guet et celle de l'attaque surprise. Un
Un morceau de peau bien grasse lui suffira. Le reste, c'est pour les petits. Deux jeunes mâles s'approchent. Ils ont environ 4 ans. À cet âge, ils manquent d'expérience et peuvent réagir de façon imprévisible. Mais ils ne paraissent pas dangereux et la pêche peut continuer. Chasser le saumon à longueur de journée est très énergivore. Les ours préfèrent parfois de la nourriture moins mobile. Dans le parc national de Katmai, le sol salé des zones côtières est tapissé de carex. Ces plantes contiennent 25% de protéines et sont très appréciées des grizzlies. Les vallées du parc de Wood-Tikchik ont été creusées par les glaciers. Deux tétras du Canada se cachent dans les forêts. Ces dernières années, le sureau rouge prospère dans la région. Ces baies sont très nutritives et avec le réchauffement climatique et l'augmentation des précipitations, les arbustes en produisent davantage. Elles mûrissent également plus tôt dans la saison. Les ours bruns sont friands de baies, surtout celles du sureau. Sur Kodiak, ils délaissent même les cours d'eau pour s'en régaler. Certes, il y a beaucoup de poissons, mais pourquoi risquer des conflits avec d'autres ours quand de bonnes baies riches en protéines vous tendent les bras dans les collines? Le réchauffement climatique modifie donc les habitudes alimentaires des ours, mais pas pour le pire, semble-t-il. Les ours peuvent engloutir des dizaines de milliers de baies par jour. Ils emmagasinent ainsi d'importantes réserves de graisse supplémentaires pour la période d'hibernation. Dans le parc national de Katmai, la brume matinale se lève sur le rivage. Quelques bécassos d'Alaska cherchent des vers et des crustacés. Et sur un banc de sable, un petit miracle s'est produit. La famille ours est de nouveau réunie. Après 2 semaines d'absence, le petit dernier est enfin réapparu. Une fin heureuse, comme il en arrive rarement dans cet environnement impitoyable.
En Alaska, comme partout dans le Grand Nord, les effets du changement climatique sont déjà bien visibles. Pour l'instant, les saumons rouges profitent du réchauffement de la mer de Bering. Mais ailleurs, la mer est déjà trop chaude pour eux. Le régime alimentaire des ours évolue lui aussi pour s'adapter à un milieu en mutation. Chaque habitat, chaque cours d'eau ou lac est précieux et doit être protégé. Si les changements continuent, les animaux auront besoin d'alternatives. Mais pour l'instant, les ours sont bien armés pour l'hibernation. Tant que leur habitat offrira une grande variété de ressources, les colosses de l'Alaska pourront s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique.